Bonsoir, mesdames et messieurs. Herzlich willkommen, grüß euch. Merci d'être là en si bon nombre ce soir pour ce petit panel avec mon ami Fabrice Plon pour discuter du convivialisme, de présenter ce qu'est le convivialisme. Cette soirée doit son succès démographique à Robin Jolissaint, qui s'est démené comme une petite boîte. Je me demandais s'il ne fallait pas prendre le Stade de Suisse plutôt pour pouvoir rentrer tout le monde. Il a tellement fait d'invitations. Déjà, je suis très reconnaissant de votre présence ici. Merci infiniment, Robin. Mais c'est à double tranchant. Ça veut dire que là, il faut que j'assure. Donc moi, je vais parler à peu près une demi-heure. Le problème avec les profs, c'est qu'on tend à faire plus, mais bon, enfin, on va voir. Et ensuite, ce sera Fabrice, et on se garde beaucoup de temps pour discuter. L'origine de cette soirée, c'est mon propre engagement dans ce que je vais vous expliquer à être le mouvement convivialiste, mais par rapport à ici, à l'université, c'est d'innombrables fois, dans mes cours, ou dans des discussions avec les étudiants après, la question, oui, mais on fait quoi? Oui, mais au nom de quoi? Et là, loin de moi, très loin de moi, de penser qu'il faut que la science soit neutre. Non, parce que la science, même la science naturelle, et moi je suis un physicien à la base, j'ai fait un bachelor en physique à Montréal, c'est de penser que la science, elle est neutre. Elle n'est jamais neutre, elle est située, elle est imbibée de préoccupations qui sont humaines, elle est imprégnée de valeurs. Le travail d'un scientifique, c'est d'essayer de rendre compte de la construction du regard, d'être au courant de l'aspect normatif de ce dont on parle. Mais il y a une limite entre faire de la politique et donner un cours. Et c'est pour ça, j'ai toujours dit aux étudiants, on en discutera plus tard dans un contexte bien défini. Ce contexte, c'est celui-là. Donc, je m'adresse à vous comme professeur, mais je ne suis pas en train de professer des vérités. Je suis en train de prendre une position qui est ouvertement, sciemment, normative. L'histoire du convivialisme. L'histoire du convivialisme d'abord, Robin, annonce. Tu veux dire deux mots? Oui. Donc, dans le prolongement de la soirée de ce soir, il y aura samedi matin de 10h à midi à l'Arsenal, ici à Fribourg, une assemblée citoyenne convivialiste. Vous allez voir aujourd'hui que le convivialisme est basé sur plusieurs principes. Et puis, ce qu'on va essayer de faire, c'est aborder les objets d'éducation fédérale du mois de mai à la lumière de ces principes pour essayer d'engager une conversation, un dialogue citoyen et voir si en fait le manifeste peut s'appliquer collectivement dans la société publique dans laquelle on vit. Voilà. Vous êtes toutes et tous bien invités, même sans maîtriser le manifeste, même si vous ne l'avez pas lu, c'est pas grave. Ce sera un espace d'échange. Merci Robin. Et d'ailleurs, Actes Sud, l'éditeur, nous a donné j'ai fait venir des copies. Il y en a pour ceux qui sont intéressés. On va vendre ça 10 balles, c'est 9,80 € et on va arrondir sympa. Mais bon, ça c'est par après. C'est parce que c'est un peu le lancement ici du second manifeste, mais le second manifeste c'est 2020 et il s'est passé quelque chose entre-temps, je ne me rappelle plus trop quoi, mais qui fait que depuis 2 ans, c'est pas la vie normale. Donc voilà, c'est un événement qui a été différé plusieurs fois jusque ce soir. Donc histoire du convivialisme, et ça tourne autour d'Alain Caillé, qui est en fait un ami, un collègue, qui avait fondé au début des années 80, 1981 pour être précis, le MOS, le mouvement anti-utilitariste dans les sciences sociales, qui a développé depuis 40 ans, à l'aide notamment de la revue du MOS, un outillage de réflexion théorique, notamment autour de la théorie du don de Marcel Mauss. Bon, Alain, il est né en 1945, donc il ne rajeunit pas, et autour de 2010, il s'est dit, OK, c'est bon, là, il faut que je fasse quelque chose d'un peu plus politique, un peu plus ouvertement politique, et c'est là qu'il s'est engagé à réunir des gens autour de lui pour créer ce qui s'appelle aujourd'hui le convivialisme.
il a rassemblé des intellectuels, surtout français, mais pas seulement, parce que suivant les réseaux du MOS, il y avait un bassin et un vivier d'intellectuels dans beaucoup d'autres pays, que ce soit la Turquie, les États-Unis, la Grande-Bretagne, etc. Mais de rassembler des intellectuels, il y en a 276 qui ont signé le manifeste, on est rendu à presque 1000, je ne tiens plus le compte, mais d'adhérents là, intellectuels, des gens assez connus, et qui, plutôt que de débattre sur leur désaccord, c'est-à-dire ce qui se fait constamment, plutôt de voir, on peut s'entendre sur quoi comme base commune. Ces intellectuels étaient surtout de gauche, mais pas seulement. Il y a aussi des gens de la droite, il y a des catholiques même, etc., qui peuvent se retrouver. Bah oui, ça leur arrive. Ça leur arrive. Bon, je ne fais pas de blague. Bon, je vais me retenir. Vous me connaissez, il y en a qui ne me connaissent pas encore, il faut que je fasse attention à ce que je dis. Donc voilà, donc l'idée de trouver une base commune, de dire, oui, mais qu'est-ce qu'on peut opposer? Qu'est-ce qu'on peut faire? Pourquoi peut-on se battre aujourd'hui? Un élément de débat, ça a été le nom, hein, le logo à donner à tout ça, est sorti le terme convivialisme, qui est un pis-aller. Il n'y a personne que je connais qui est extraordinairement heureux avec ce nom. Ça fait gnangnan pour certains, ça fait trop isme pour d'autres, etc. Mais ça dit quand même quelque chose, ça dit convivance, vivre ensemble. Et il nous semble que de penser les conditions d'un vivre ensemble aujourd'hui, c'est particulièrement important. Donc il y a un premier manifeste qui est né en 2013, le sous-titre Déclaration d'interdépendance, le second pour un monde post-néolibéral en 2020. Depuis, d'ailleurs, ça a été traduit dans des dizaines de langues, dont l'arabe, le chinois, le japonais, le turc, etc. Convivialisme, il y a le isme qui a fait l'objet de beaucoup de débats. Oui, mais pourquoi un autre isme? Ben, c'est justement parce que le politique est toujours enraciné dans le symbolique. C'est des choses qu'on a réfléchi beaucoup au MOS. On ne peut pas séparer le politique d'une part d'idéologie, d'une part de normativité. Et l'idée, c'était de proposer une nouvelle base idéologique pour penser le monde d'aujourd'hui. Pour penser, notamment, sur quel principe penser le défi climatique, la question de l'immigration, etc., etc., etc. C'est un isme, mais je vais y revenir à la fin, en parlant du pluriversalisme. Ça se veut quelque chose qui a à être approprié, traduit, incorporé, remanié. Ce n'est pas un programme politique, ce n'est pas un catalogue de mesures. Vous trouvez ça dans les partis politiques. Ce qui nous semblait manquer, c'était au contraire une réflexion sur les fondements politiques d'une alternative au néolibéralisme. Ce serait quoi un monde convivialiste? Bon, essayons-nous. On va lancer quelques bribes. Un monde dans lequel la nature n'est pas perçue comme un simple réservoir de ressources que l'on peut marchandiser, piller peut-être. Une nature avec laquelle les êtres humains devraient apprendre à vivre en harmonie, en équilibre. Pourquoi pas? Il me semble pas de soi. Pas de pauvreté, ou au moins pas de misère extrême, mais aussi un monde dans lequel il y a des limites à l'inégalité, aux inégalités. Depuis la révolution néolibérale, il y a une explosion des inégalités. Vous connaissez tous le 99% versus 1%, etc. Moi, le chiffre que je trouve, le seul chiffre, le chiffre qui à lui seul résume tout, c'est les 40 personnes au monde les plus fortunées ont autant que 4 milliards d'individus sur notre planète. Ça, c'est trop. Donc, ça ne prend pas de misère, mais aussi pas cet écart effarant. Hein, alors que Elon Musk vient de s'acheter Twitter, et puis tout ça, voilà. On va libérer à nouveau l'espace public parce qu'on sait que maintenant, ça se passe dans le monde du marché, justement, le marché des réseaux sociaux. Un monde dans lequel il n'y aurait pas de femmes ou d'hommes en trop. Un monde dans lequel chaque personne pourrait se sentir apte à être un individu, à être soi-même et à être reconnu comme tel, à pouvoir être individué. Un monde dans lequel il serait possible de ne pas être d'accord, de différer, de s'opposer,
mais de s'opposer, comme le don agonistique chez Mauss, sans se massacrer. Le don agonistique chez Mauss, c'est le don, c'est la guerre, la guerre par d'autres moyens. Un monde sans guerre, justement. Sans esclavage, sans torture. Un monde où, en Russie, on pourrait dire guerre. Un monde où le pouvoir ne reviendrait pas presque systématiquement, ou trop souvent en tout cas, à des psychopathes et des mafieux. Un monde dans lequel les prisons seraient des lieux de reconstruction et pas d'apprentissage b.a.-ba du terrorisme. Un monde où la loi du marché ne déterminerait pas tout en dernière instance, etc., etc., etc. Imagine. Oui, c'est très évident tout ça, non? Il me semble qu'on peut assez facilement être d'accord avec ce genre de choses. Mais vous voyez aussi comment aujourd'hui, ça semble tellement naïf et tellement impossible et inaccessible. Une des raisons pour laquelle ça semble impossible, c'est parce que nous n'avons plus la grammaire pour exprimer des idées à partir desquelles construire ce monde. Donc le convivialisme a été construit dans ce dialogue entre ces centaines de personnes comme un message positif, c'est-à-dire au lieu d'être punitif, de dire on s'en va vers la catastrophe. Oui, on y va, et on y va vitesse grand V. Mais si on ne peut pas rêver à un monde dans lequel on a envie de vivre, on ne réussira jamais à convaincre les personnes qu'il faut convaincre pour prendre le virage écologique, par exemple. Sous-titre. Monde post-néolibéral d'abord, donc le dernier des manifestes. Ça veut dire quoi? Bon, les économistes détestent ce terme parce qu'ils n'appellent pas ça post-néolibéral eux-mêmes. Les sociologues en sciences politiques, en sciences sociales, ils utilisent le terme souvent un peu fourre-tout. Ici, je vais l'utiliser de manière tout à fait large. En fait, c'est en somme que depuis 1989, depuis la chute de l'URSS et la fin de la guerre froide, l'idéologie dominante qui structure, qui organise et qui sature le champ politique, c'est le libéralisme économique et le marché. C'est le seul langage dans lequel on peut argumenter de façon politique et que les arguments soient perçus comme étant rationnels, empiriquement fondés, raisonnables, pragmatiques et recevables. Mais le problème, c'est que ce libéralisme économique, si vous faites un peu de sciences sociales, vous vous rendez très vite que ce n'est pas plus empiriquement fondé, ce n'est pas plus pragmatique, c'est tout à fait aussi pétri d'idéologie